Je voulais qu'on commence cette émission par Naïma M. Fadel, parce que son émotion, finalement, résume celle de beaucoup de personnes qui suivent cette affaire. Et hier soir, elle était sur le plateau de CNews avec Gauthier Lebray, et elle a parlé comme une mère qui, aujourd'hui, est inquiète. Je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait à tracer mes enfants. J'ai 4 enfants. J'ai ma gamine de 25 ans, je la trace maintenant. T'imagines? Vous imaginez? Donc venir dire comme ça, d'une manière tout à fait détachée, on ne peut pas être détaché. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on est en insécurité. On a peur pour nos enfants. Moi, la petite Louise, ça aurait pu être mon enfant. Il y a quelques années, quand je l'ai laissé rentrer de l'école, en primaire déjà, ils allaient à l'école, ils rentraient de l'école. Là, j'ai une gamine de 25 ans que je géolocalise. Et elle le sait. Vous voyez? Et je lui dis, tu prends un Uber. Le soir, quand tu as fini, à 11h, tu prends un Uber. Et je veux que quand tu rentres, tu me le dises. Et quand je m'endors, je me réveille pour regarder si ma gamine est bien rentrée à la maison. Voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc il faut savoir entendre cette douleur aussi, et notre peur. Et nos politiques doivent se saisir de tout cela. Et moi, le docteur Maurice Berger, je travaille avec lui, je le connais bien. Et quand il me dit qu'il y a des gamins qui aujourd'hui tuent à 13 ans, 14 ans, et qu'on laisse faire, et ils s'attaquent, les gamins qui ont tué le petit Elias. Gamins qui ont tué le petit Elias. Ils avaient déjà fait des agressions avec violence, extrême violence. Bien sûr. Et là, on leur dit, c'est pas grave, tu reviendrais. Mais comment? On peut pas il faut protéger nos enfants, les innocents. C'est eux qu'il faut protéger en premier. Évidemment, ce qu'on apprendra dans l'enquête, mais lorsqu'on apprend que ce jeune Owen avait déjà frappé sa sœur, ça pose toujours le même problème. Quelle réponse apporter à la violence des jeunes gens? Et c'est ça qui sera au cœur des conversations, sans doute, ces prochaines minutes. Mais Célia Barotte, où en est l'enquête ce matin? Je disais, ce scénario qui se dessine avec ce jeu vidéo que les uns et les autres connaissent, qui s'appelle Fortnite. Fortnite, oui, voilà. C'est un jeu vidéo très, très connu. Alors, aujourd'hui, ce que l'on peut vous dire, Pascal, c'est que le jeune homme a commencé à s'exprimer, à s'expliquer. C'est pour cela aussi qu'il y a eu une prolongation de la garde à vue. Les enquêteurs essayent de faire pression sur lui afin d'avoir les réponses à toutes ces questions, notamment sur le mobile, retracer aussi son parcours pour savoir comment il a pris contact avec Louise lorsqu'elle rentrait du collège. En prolongeant donc sa garde à vue, les enquêteurs vont établir plusieurs pistes. Alors à ce stade, la thèse d'un crime de sexe est écartée parce qu'aucune trace de viol n'a été mise en évidence sur le corps de Louise. Le téléphone de Louise ayant été retrouvé, la piste d'un crime crapuleux également, c'est une piste qui n'est pas privilégiée. Et il y a cette autre piste donc d'un coup de colère suite à un échec sur le jeu vidéo. Et donc par colère, il s'est vengé et il s'est acharné sur le corps de Louise, puisque plusieurs traces de coups d'armes à l'arme blanche ont été retrouvées sur le corps de la jeune fille. Ce scénario, Jean Dorido, alors... Je n'ai pas de statistiques, j'ai l'impression d'avoir jamais entendu une affaire comme celle-là. J'ai ce sentiment. Alors c'est-à-dire, en fait, Et je rappelle que vous êtes psychologue. Dans le déclencheur du passage à l'acte criminel, il y a énormément de facteurs qui peuvent intervenir. Maintenant, c'est un fait que le jeu... ça peut rendre fou. La littérature s'en est emparée il y a bien longtemps, Dostoïevski, Stefan Zweig. C'est un fait que quelqu'un qui joue toute la journée, qui, là, manifestement, de ce que l'on sait, là, à l'heure actuelle, de ce jeune Owen, c'est un garçon qui ne travaille pas, qui effectivement passe des heures considérables à jouer derrière son écran, qui va jouer dans un PMU. Donc si vous voulez, il a 23 ans, donc l'enquête va déterminer ce qui a bien pu se passer pour comprendre. Maintenant, ça c'est un fait, même dans la littérature scientifique internationale, on appelle ça le gaming disorder en anglais, le fait voilà, d'avoir des troubles psychiques de par un usage très excessif du jeu en ligne, oui, c'est quelque chose qui est documenté et qui peut créer les conditions d'un passage à l'acte criminel et odieux. Surtout que pour rajouter sur sa personnalité, on a appris qu'il était sans emploi, qu'il passait ses journées au bureau de tabac PMU de la commune. Ses journées étaient rythmées entre les jeux vidéo, un passage à la supérette et être en terrasse au bar tabac. Mais tout ce que j'entendrai ces prochaines minutes
ne justifieront jamais jamais cela ou n'expliqueront même jamais cela. Quand je dis c'est l'inexplicable, Ils ont bon dos, les jeux vidéo, pardonnez-moi, mais à chaque fois on nous dit « Oui, c'est les jeux vidéo. Moi, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Je vais vous dire que j'ai jamais tapé personne. » À chaque fois, on nous dit « Oui, mais vous savez, vous inquiétez pas, je jouais beaucoup. » Et puis finalement, quand on joue aux jeux vidéo, on voit et on reproduit. Non, ça c'est... Enfin, je suis pas psy, mais vous pouvez pas croire... psychologique quand même. Hein. ouais. Alors, Non, mais ça veut dire qu'il y a un terreau des parents. psychiatrique très fort qui est peut-être Sarah Salman. accentué par les jeux vidéo. Mais il faut arrêter de dire parce qu'on a joué aux jeux vidéo, on tue quelqu'un. Je pense que... Écoutons Bruno Voilà. Retailleau qui s'est exprimé. Ma chère madame, Pas vous, mais il y a beaucoup de gens qui le disent. Il faut comprendre que l'excès est très toxique et vous avez des substances, l'alcool, la cocaïne, le cannabis, la drogue en général, ça peut créer les conditions d'un passage à l'acte. Le Japon est aussi le champion du monde. Le responsable du crime, la justice quand même fait son travail. Le responsable du crime, c'est évidemment le criminel. Je voulais vous faire écouter. Hier, on était avec Gilbert Collard, qui a parlé de la jouissance de l'assassin. Et il a dit une chose que moi, je n'avais jamais entendue. Il a été donc 50 ans, avocat. Aucun de ceux qu'il a défendus n'ont regretté leur geste, qui m'a sidéré quand il a dit ça. Donc, je vous propose d'écouter Gilbert Collard. J'ai été amené dans ma carrière, vous en doutez, à fréquenter beaucoup de mineurs assassins. Franchement, il n'y en a pas un qui regrette. Oui. On est d'accord, hein. J'ai été... qui regrette. Non, j'en ai pas vu un seul regretter. Pas un. Enfin, ils ont mis leur... Non, j'ai pas vu, on se rejoint, là, je veux dire. J'ai pas vu un seul assassin me dire « je regrette d'avoir tué ». Il n'y a pas Du reste, je vais vous faire une d'empathie. confidence, c'est ce qu'il y a de plus lourd à porter sur le plan humain. Alors on peut réécrire Jean Valjean, Les Misérables et tout ce qu'on veut, mais moi j'ai pas vu un meurtrier me dire je regrette d'avoir tué. Donc ils sont irrécupérables. Ils sont très très dangereux, oui, parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a un plaisir de tuer. Voilà, ça, on n'ose pas le dire, on n'ose pas le raconter. Donc ils sont irrécupérables. Moi je le pense, oui. On n'ose pas le raconter, mais il y a une jouissance. Donc il faut protéger la société. Du crime, et ça, on a peur de le dire. Le psychologue que vous êtes, quand il entend cela, qu'est-ce qu'il en pense ? Il faut recontextualiser. Monsieur Collard, c'est un monsieur qui fait de la politique aujourd'hui. Donc sa parole... Non, là, il n'en fait plus. Là, c'est une parole libre. Là, il faut bien comprendre qu'il y a parle de jouissance. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Il parle de jouissance. Nous sommes 9 milliards d'êtres humains sur Terre. Il y a des profils psychologiques. Et c'est un fait qu'il y a des individus qui sont, par exemple, psychopathes ou sociopathes. Ce sont des personnes qui n'ont aucune empathie. Et parmi ces personnes, vous pouvez trouver, ça aussi, c'est entre 1 et 2 personnes sur 100, donc c'est pas zéro du tout, des personnes qui ont un profil sadique, qui ont plaisir à faire souffrir. Ça existe, c'est un fait. Nous ne vivons pas chez les bisounours, c'est une réalité. Et donc vous allez trouver, et dans cette proportion de personnes sadiques, il y a des personnes qui ne vont jamais passer à l'acte et qui vont s'exciter de leur fantasme. Et vous avez des personnes qui vont basculer dans le passage à l'acte criminel. On a connu jadis Michel Fourniret et sa compagne Monique Olivier, qui manifestement prenait un vrai plaisir dans l'acte criminel. Éric Nolot, cette mort de Louise, est-ce qu'elle a, selon vous, des responsabilités politiques ? Est-ce que la société est engagée dans cette mort-là ? Ou est-ce qu'il y a une forme de fatalité du mal qui existe dans toute société et qu'au fond, cette responsabilité de la société n'est pas forcément engagée ? Et c'est une question... évidemment, qui nous intéresse fortement. Le mot le plus important pour moi, c'est le mal avec un M majuscule. Il y a quelque chose d'inexplicable, il y a quelque chose d'énigmatique. Parce qu'en effet, 99,9% des gens sont incapables de céder comme ça au mal, surtout un être sans défense, une fillette de 11 ans. Donc moi, je ne peux pas évacuer la dimension métaphysique, ça me fascine au sens littéral du mot. Après, oui, il y a une responsabilité politique, parce que moi, je trouve qu'il faut laisser transparaître son émotion, parce que je trouve que ça se banalise un peu trop. C'est tellement à répétition, ce genre de faits divers atroces, qu'on finit par moins réagir. Donc j'étais très ému par l'intervention tout à l'heure d'une mère qui laisse transparaître son émotion, et je trouve que la réponse des pouvoirs publics n'est pas à la hauteur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un dérèglement, ça nous est rappelé de manière très très régulière à chaque nouveau meurtre, et je trouve que la réponse
politique et même au niveau de toute la société est très insuffisante. Relire l'appel de la forêt de Jack London, me dit Donna Vidal-Revel d'Europe 1. Moi, je suis assez mal à l'aise avec cette Olivier de affaire. Lagarde. Je crois qu'on est quand même parfois face à des faits divers purs, c'est-à-dire des faits divers qui ne donnent pas véritablement de signification à ce qu'on est en train de vivre à l'instant T. Alors effectivement, on peut peut-être dire, ça a tendance à se reproduire. Je n'ai pas les chiffres exacts. Je ne sais pas s'il y a aujourd'hui plus d'assassinats comme ça totalement gratuits qu'autre chose. On peut accuser les jeux vidéo, certes, mais des gens qui font trop de jeux vidéo, il y en a quand même énormément. On peut dire c'est quelqu'un qui va trop au bistrot, mais si on doit chercher les gens qui sont trop au bistrot en France, on va trouver du monde, là encore. Je me demande si on n'est pas là face à ce que Eric parlait, finalement. Et le mal avec le M majuscule, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, on se retrouve face à des individus, et je parle sous le contrôle du psychologue, qui sont... on ne comprend pas pourquoi, sans raison, qui deviennent des meurtriers. On a quand même l'impression... Joachim Le Floch-Imad. On a quand même l'impression que ce genre de drame tend à se reproduire de plus en plus. Il y a une invariabilité de la condition humaine, mais en revanche, il y a une variabilité des statistiques. Et on voit que depuis 2017, les tentatives d'homicide en France ont augmenté de 88%. Alors je ne pense pas que la cause, ce soit les jeux vidéo, facteur qu'Emmanuel Macron avait d'ailleurs mis en avant au moment des émeutes. C'est plutôt, à mon avis, le clanisme, l'ensauvagement, l'effondrement de l'empathie, la crise de l'éducation. Et d'ailleurs, sur les jeux vidéo, je rappellerai juste que le Japon est le pays champion du monde en matière de pratique de jeux vidéo, et c'est aussi un des pays où la délinquance et la violence sont les moins élevées. Alors je voulais qu'on écoute Bruno Retailleau qui a pris la parole ce matin. Bruno Retailleau, d'ailleurs, je ouvre une parenthèse, qui a annoncé qu'il se présenterait à la présidence des Républicains. Je referme la parenthèse parce que ce que vous allez entendre là concerne évidemment la mort de Louise. Je pense que le coupable a été arrêté. Vous me permettrez quand même de saluer les forces, notamment de sécurité, les policiers, puisque en un peu plus de 48 heures simplement, le coupable pourrait avoir été confondu, si j'en juge par les traces de l'ADN, par un certain nombre d'autres indices. Je veux vraiment les féliciter. Ils font un travail vraiment difficile. Vous êtes sûr que le coupable a été arrêté ? On n'est jamais sûr. Ce qui est intéressant dans ce que dit Bruno Retailleau, Célia, ce qui est intéressant, c'est que je faisais le parallèle tout à l'heure avec l'affaire Grégory. L'affaire Grégory, à l'époque, il n'y a pas de caméra de surveillance et il n'y a pas d'ADN. Donc, 50 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui a tué Grégory. Là, en 24 heures aujourd'hui, ou 48 heures, il y a des caméras vidéo qui identifient, si j'ai bien compris, un garçon avec une casquette et une doudoune qui sera reconnu par des témoins et même par sa sœur, si j'ai bien compris, sa propre sœur. Et vous avez l'ADN qui parle. Oui. Donc vous avez deux éléments techniques. D'ailleurs, les caméras de surveillance parfois sont contestées dans certaines villes. Et on voit bien quand même toute leur utilité. Dans la rapidité d'investigation. Et effectivement, aujourd'hui, les enquêteurs peuvent agir avec des éléments, alors qu'avant, c'était plus compliqué. Oui, c'est pour ça que le temps de l'enquête est aussi très important dans les premiers jours pour retrouver et le corps de la victime et aussi de faire des auditions, des interpellations pour avoir des prélèvements ADN, les confondre aussi avec ceux qui ont été relevés sur le corps de la victime. Et on voit qu'avec toutes ces nouvelles technologies, on peut aussi anticiper les investigations et avoir aussi un faisceau d'indices plus important pour présenter quelqu'un devant un juge. Bon, Monsieur Dorido, vous êtes psychologue, vous recevez dans votre cabinet, j'imagine, des garçons, des jeunes, des filles de tous âges, et notamment des jeunes, par exemple. Bon, ça fait combien de temps que vous êtes psychologue ? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Est-ce que vous voyez, parce que c'est toujours les mêmes questions, est-ce que vous voyez une évolution ? Est-ce que vous voyez un ensauvagement ? Est-ce que vous voyez des jeunes gens qui sont différents de nous ? C'est-à-dire que nous, on a été élevés sans images vidéo, quasiment, sans jeux vidéo plus exactement. Nous avions un rapport au sport qui était différent parce qu'on en faisait sans doute davantage. On était moins devant les écrans, bien évidemment. On avait un rapport à la lecture qui était également différent. À la solitude qui était différent. On était capable de s'isoler pour lire. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. À la frustration. À la frustration, sans doute. Donc, on a été élevés. Notre chance, c'est qu'on a eu des parents qui nous ont élevés. Voilà, on les remercie d'ailleurs. Et notre marge de manœuvre, parfois... Que serions-nous si nous n'avions pas eu ces parents-là ? Nous sommes d'accord. Donc, est-ce que vous voyez
un changement ou pas en 20 ans. Et c'est ça qui est intéressant. Bien sûr qu'il y a un changement. Il y a un changement mécanique. Il y a un changement des réseaux sociaux qui n'existaient pas il y a 20 ans. Il y a un changement sur... Oui, je vous parle des jeunes. Est-ce que sur l'autorité, par exemple... Moi, j'ai eu un jeune qui a dépensé tout son prêt étudiant sur des paris en ligne, par exemple. Voilà. J'ai eu le cas d'un jeune qui a dépensé, c'est pas quelqu'un de très argenté, plus de 50 000 € sur des paris en ligne, vous voyez, pris dans la mécanique du jeu. Je reviens sur le jeu vidéo parce que je vois, et ça me touche évidemment par mon métier, une espèce de réaction comme ça. J'ai joué aux jeux vidéo, je n'ai jamais tué personne. Heureusement, ma chère madame, que vous n'avez jamais tué personne. Quand il y a un passage à l'acte criminel, Restez il y a sur ma évidemment question. Restez sur ma question. Je reste sur votre question. Oui, je veux savoir si les jeunes évidemment, sont différents. en 20 ans, mon cher Pascal Praud, la société change et donc évidemment que mécaniquement, la jeunesse change. Quand vous relisez Platon, il vous explique déjà que les jeunes ne sont plus ce qu'ils étaient. Donc très immodestement, au niveau de Platon, vous voyez, donc oui, ça change mécaniquement. Qu'est-ce qui a changé ? Ça a changé déjà la situation, le contexte a changé. Vous voyez, cet objet que nous avons tous là autour de nous n'existait pas il y a 20 ans. Oui, Pascal mais Praud. les conséquences... Donc, quand vous êtes psychologue, et merci de rappeler que c'est mon métier, vous êtes soumis avant tout au contexte qui vous entoure. L'idée que la personnalité déciderait du comportement d'un individu, c'est une idée qui est illusoire. La psychologie moderne a montré que c'est la situation dans laquelle se trouve un individu qui prédit son comportement. Stanley Milgram a même démontré que n'importe qui pratiquement peut se transformer en tortionnaire. Quand vous vous y prenez bien, quand vous le mettez dans le bon contexte, et Hannah Arendt, banalité du mal, etc. On ne va pas en faire des heures. C'est la fameuse séquence de Yves Comicard. Yves Comicard, Yves Montand, Henri Verneuil, voilà, dont on salue la mémoire. C'est exactement ça. Donc si vous voulez, quand vous êtes devant un passage à l'acte qui nous abasourdit tous, qui vous sidère. Un gamin de 23 ans qui tue une fillette dans une sauvagerie inouïe. Et manifestement, le premier élan, c'est de comprendre, et votre journaliste l'a dit, pas de mobile sexuel, pas de mobile crapuleux, donc chacune et chacun essaye de comprendre. Et là, la première chose à faire, c'est de regarder, certes, la personnalité de l'individu, peut-être est-il psychopathe, peut-être est-il en train de déclarer une maladie psychique qui pourrait un jour déclarer son irresponsabilité pénale, et puis peut-être que pas du tout. Peut-être c'est une personne qui n'est pas du tout malade au sens psychiatrique. Et là, vous regardez, est-ce que tous les facteurs de risque... J'entends bien. La responsabilité des parents. Ah ben évidemment qu'il vivait chez ses parents à 23 ans. Oui. Donc évidemment, vous l'avez dit vous-même, Pascal Praud, très justement, évidemment que, encore une fois, la situation, le contexte, le cadre dans lequel une personne grandit, c'est essentiel justement à sa structure psychique, à justement ce que jadis les anciens appelaient le surmoi, ce qu'on appelle aujourd'hui des normes sociales. Nous avons chacun une espèce de structure avec un périmètre. Qu'est-ce qui est autorisé ? Qu'est-ce qui est au bord ? Et puis qu'est-ce qui est interdit ? Éric Nolot l'a dit, le mal avec un grand M. Je ne veux pas faire du prosélytisme, tu ne tueras point. Ça a plus de 4000 ans, c'est quand même la base, quand on est ensemble, de ne pas se tuer les uns les autres. Non mais, moi, ce qui me surprend, c'est la réticence à vouloir établir le lien entre certaines évolutions de la société et des comportements délinquants. Parce que moi, j'ai commencé par le mal, mais j'ai ajouté autre chose. Il faut quand même analyser ce qui se passe. Écoutez, les jeux vidéo, moi, ça ne me semble pas tout à fait anodin. Quand vous passez votre journée à flinguer de manière virtuelle des gens... Facile. Non mais, je trouve, l'effondrement du niveau scolaire et intellectuel, l'effondrement du niveau d'empathie, l'impossibilité de supporter la moindre frustration chez les jeunes et l'hyperviolence et le comportement. Excusez-moi, moi, je ne pense pas que c'était comme ça dans mon adolescence. Par exemple, le port du couteau, maintenant, c'est un prolongement de la main. Tout le monde se balade avec un couteau. Dans le métro, à l'école, si bien que maintenant, il y a une proposition de... Les blousons noirs, c'est quand même... Mais les blousons noirs, ils n'étaient pas à l'école, cher ami. Ils n'étaient pas à l'école. Il n'y avait pas le ministre de l'Éducation nationale qui disait que tout porteur d'un couteau doit passer en conseil de discipline parce que la question ne se posait pas. En tout cas, pas à mon époque. Écoutez, vous pouvez me dire ce que vous voulez. On ne se baladait pas avec un couteau en classe. Et on ne se baladait pas dans un couteau. Les 400 coups, ça n'a rien à voir. Non, mais franchement, c'est un film que je connais bien et je peux vous dire que le 400 coups, le prof, il donne des tannés à Jean-Pierre Léaud et il le met au coin et il moufte pas. Il sort pas son couteau, Jean-Pierre Léaud. Port d'un couteau. Hein. Et voilà. Bon. Donc, moi, je trouve qu'on devrait analyser ça jusqu'au bout. Bon, il y a un dérèglement de la société, donc un dérèglement de la délinquance. Le carillon, et on sera avec Audrey Berthaud après, qui est sur place, bien sûr. Je salue évidemment notre ami Thomas Hill, je le remercie